Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais interviewer Gauthier Vasseur. Gauthier a plusieurs cordes à son arc. Il a été banquier et est maintenant investisseur et conseiller en gestion de patrimoine. Il a gentiment accepté de répondre à mes questions et voici ses réponses. Donc je propose de commencer un peu chronologiquement. Alors tu as commencé ton aventure professionnelle en tant que banquier. Tout à fait. Alors, quel type de client te faisait une bonne impression et pour lequel tu as pu aller plus loin? Parce qu'en tant qu'investisseur, on cherche toujours à avoir un banquier, faire bonne impression au banquier pour avoir les meilleurs avantages, et notamment lors de prêts immobiliers. Tout à fait. Alors moi, après, à la Société Générale, c'était assez complexe, parce que du coup, j'avais 700 clients dans mon portefeuille. Donc du coup, j'avais vraiment de la classe populaire jusqu'à des gens, on va dire, très aisés. Euh, et le but, évidemment, c'était de vendre des produits à ces clients, et donc toujours avec des contreparties. Et donc le crédit immobilier, évidemment, faisait partie des actions où là, on peut avoir beaucoup de contreparties, donc il fallait négocier avec les clients, mais eux aussi négocier avec d'autres banques. D'accord. Mais est-ce qu'il y a des clients où tu te disais je pourrais aller plus loin avec eux parce que peut-être qu'ils te présentaient un meilleur dossier, peut-être ils avaient une meilleure situation, ou ils se présentaient bien? Est-ce qu'il y a quelque chose qui faisait qu'ils t'apportaient plus de confiance? Alors, tout à fait, les gens qui venaient déjà avec un dossier financier, un Excel par exemple avec des données, déjà ça inspirait confiance. Après, directement, voilà, donc on gagne un peu plus d'argent, euh, on est, on peut s'endetter plus facilement, donc le taux d'endettement était moins important pour les personnes les plus aisées. Mais oui, après, le but c'était d'accompagner les gens tout au long du crédit immobilier et même aussi après. D'accord, très bien. Euh, alors, il y a aussi une autre problématique que j'ai rencontrée en tant qu'investisseur, c'est que je trouve qu'il y a une énorme rotation au niveau des banquiers, un turnover. Mhm. Donc, je sais pas, tous les 2 ou 3 ans, j'ai l'impression que mon banquier il change. Est-ce qu'il y a moyen de trouver un employé de la banque qui est amené à rester plus longtemps? Alors malheureusement, c'est le métier de banquier en fait qui est comme ça, parce que du coup, quand un conseiller est installé depuis un certain temps, euh, il commence à être beaucoup plus, on va dire, gentil avec certains clients. Et donc la direction a mis en place ce turnover afin que justement il y a pas, on va dire, ces passe-droits pour certains clients, Ah, pour que ça toujours la rentabilité soit au rendez-vous pour la banque. Malheureusement, ça arrive de plus en plus. Parce qu'après, voilà, il y a aussi les conseillers qui arrivent à avoir des promotions sur d'autres métiers qui peuvent les intéresser. À l'inverse, quand on est dans les années 90 ou début 2000, il y a des conseillers qui restaient pendant 15 ans sur le même poste. ouais. Et généralement, c'était des très bons conseillers, parce que du coup, ils accompagnaient vraiment leurs clients très longtemps. Ah, d'accord. Donc c'est mis en place et c'est fait exprès qu'il y ait un aussi gros turnover. Tout à fait. Ah ouais, donc il n'y a pas vraiment moyen. Ou même peut-être les directeurs d'agence, souvent on dit il faut essayer de les avoir. Eux, ils sont amenés à rester plus longtemps, peut-être, non? Tout à fait, ils ont un poste qui devrait au moins rester 5 ans. Donc du Ah, coup, normalement, ils restent un peu plus longtemps. Mais bon, ils sont c'est moins assez... accessibles, peut-être. Ils sont moins accessibles, puisque du coup, ça dépend des banques après, mais certains n'ont pas de clients affectés à eux directement. Ils chapeautent l'agence. Après, s'ils ont vraiment des clients affectés à leur quotidien, là oui, il y a moyen d'aller chercher un peu plus pour les investisseurs surtout. Parce que eux, ils ont accès à davantage de promotions pour avoir un crédit immobilier avec un taux d'intérêt plus bas, ou ce genre de choses. Hmm. D'accord, ok. Bon, je propose qu'on switch de situation professionnelle maintenant. Mhm. Donc au niveau de ton métier de gestionnaire de patrimoine. D'accord. Déjà, commençons dès le début par ça. Chez qui tu travailles actuellement? Alors du coup, j'ai quitté la Société Générale parce que je voulais apporter justement plus à mes clients Ah ouais, avec de l'architecture ouverte, parce que malheureusement la Société Générale, elle vendait que ses propres produits. Et donc je me suis renseigné voilà, sur le marché et j'ai découvert Primonial du coup. Donc Primonial, c'est le premier cabinet en France de gestion de patrimoine, puisqu'aujourd'hui on gère à peu près 60 milliards d'actifs, donc 40 milliards d'actifs immobiliers à travers toute l'Europe, et entre 10 et 20 milliards d'actifs financiers à travers notre filiale qui est la financière de l'échiquier, qui est la première société de gestion donc, pour les plans épargne action et pour les comptes titres pour la gestion pilotée pour leurs clients. Moi j'ai ok. beaucoup aimé du coup Primonial parce que du coup il y avait de l'innovation parce qu'on crée des produits chaque année, on en crée à peu près 300 par an. Euh, Ah ouais. Immobilier Immobilier financier. et financier. Ok. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ce qui m'a beaucoup plu.
Et ensuite, surtout le fait d'avoir un statut salarié et d'être accompagné par l'entreprise pour avoir les formations réglementaires et voilà, tout simplement. Ok, bien. Et du coup, à travers ton métier, tu réponds à quel type de besoin Alors au niveau des clients? du coup aujourd'hui, on en a déjà discuté ensemble. Ouais. Pour les clients dire les plus jeunes, un peu comme nous, qui sont un peu novices dans la finance, le but c'est de leur éduquer comment déjà travailler leur salaire, comment ils font au quotidien, est-ce qu'il leur reste à la fin du mois quelque chose, ou alors est-ce qu'ils sont à découvert. Donc déjà, il faut déjà leur faire prendre conscience qu'il faut toujours mettre de côté pour pouvoir avoir des projets futurs, parce que voilà, l'important aussi c'est de pouvoir s'acheter sa maison, acheter une résidence secondaire, partir en voyage pendant plusieurs mois. Mhm. Ah, donc tu fais un audit carrément des dépenses, enfin tu le proposes en tout cas? C'est ça, donc du coup on fait un audit patrimonial dans un premier temps, donc tout ce Mhm. qui est état civil, juridique et fiscal, ensuite l'immobilier, le financier, et après on passe sur la partie, on va dire, épargne mensuelle. Ok. Et donc là évidemment, bon, le but chez Frunial évidemment c'est de s'occuper du cash et de le placer, et l'épargne mensuelle le faire fructifier tous les mois. Mais dans un premier temps, le premier rendez-vous, c'est un bilan patrimonial où on parle de tout ça, et on reste très général, on parle pas de produits en particulier. D'accord, ok. Et donc le deuxième rendez-vous, du Et coup? le deuxième rendez-vous, du coup, on se revoit avec le client, et là, du coup, j'apporte mes solutions et mon état des lieux, en fait, de leur situation, pour voir ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait améliorer, ce qui est très bien également. Des fois, il y a des gens qui ont voilà, des choses qui sont très bien et faut pas toucher, il n'y a pas d'intérêt de toucher. Donc le but, c'est voilà, c'est de les accompagner après sur des choses où ils n'ont pas forcément pensé, ou d'autres solutions auxquelles ils n'avaient pas pensé et qui peuvent leur convenir davantage que ce qu'ils ont actuellement. Ok, très bien. Donc finalement, tout le monde peut avoir besoin d'un gestionnaire de patrimoine. Tout à fait, parce que ça démarre à partir de 50 euros par mois chez Primonial. Bon, il y a d'autres cabinets, ça démarre à partir de 10 euros par mois, donc ça peut vraiment convenir à tout le monde. Il ne faut pas penser que c'est réservé qu'aux riches, c'est Mhm. vraiment pour tout le monde. D'accord, très bien. Et qui peut devenir gestionnaire de patrimoine? Bah, pour devenir gestionnaire de patrimoine, il faut aujourd'hui un master, donc soit en gestion de patrimoine, soit en finance. Donc on peut le faire évidemment à la fac ou dans des écoles de commerce. Euh, et après, du coup, bah, il y a aussi des réglementations en plus. Donc il y a l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. On passe un concours en fait tout simplement avec 900 questions. Et le but, voilà, c'est d'avoir 85%, si mes souvenirs sont bons, de bonnes réponses pour pouvoir ensuite avoir un métier dans la banque. Quand on est banquier, par exemple, on n'a pas besoin de cette réglementation-là, puisqu'on travaille sous couvert en fait de l'accréditation de la banque. Donc c'est bien pour le conseiller, mais c'est pas bien pour les clients, parce que du coup le conseiller, on va dire qu'il n'a pas toutes les connaissances pour pouvoir les accompagner. Et donc du coup c'est pour ça que moi j'ai décidé de changer de société pour pouvoir justement avoir moi ma propre certification Mhm. pour mieux les accompagner. Ouais, donc c'est-à-dire qu'en France, c'est garanti, un gestionnaire de patrimoine, il y aura toujours plus d'expertise qu'un banquier, du moins sur le papier. Tout à fait. Mhm. Ok. Et quels sont les problèmes les plus fréquents que tu as rencontrés auprès de tes clients en tant que gestionnaire de patrimoine? Les problèmes les plus fréquents, c'est que les gens sont mal accompagnés et en fait Ah, pensent que leur banquier est la meilleure personne pour les aider, pour les conseiller. Donc du coup, c'est vraiment un travail de longue haleine où il faut leur dire tout simplement que voilà, le banquier travaille pour lui, il travaille pas pour vous. mhm. Il vous accompagne peut-être tous les ans avec vos enfants, votre crédit immobilier, mais lui, son but, c'est de gagner de l'argent. Et on Mhm. constate assez facilement quand on est dans le métier que les banquiers mettent beaucoup d'argent de leur côté et très peu pour leurs clients. Donc Ouais. malheureusement, c'est ça qu'il faut leur faire comprendre. C'est surtout ça le plus gros point. Après, au quotidien, c'est assez facile quand on a la confiance qui est mutuelle avec les clients. Ils savent qu'on travaille pour eux, qu'on les accompagne, donc il n'y a pas de problème particulier par la suite. Mais c'est quand même le client qui vient à toi, non? Ça dépend en fait, ça dépend. Soit on travaille par recommandation, c'est le but chez Primonial, c'est de travailler quasiment par recommandation. Ouais. Moi, quand j'ai intégré Primonial, bah, j'avais pas de portefeuille client, donc du coup j'ai fait donc mon réseau au quotidien. J'avais aussi des anciens clients à la banque qui m'aimaient bien et qui j'accompagne toujours. Mhm. Et après, du coup, il y a aussi de la prospection. On peut aller démarcher des clients voilà, si on a du temps, si on a du temps à consacrer, si on n'a pas un portefeuille trop important. Mhm. On peut aller prospecter et accompagner d'autres clients. Donc là, c'est plus une démarche de ma part. Donc du coup, les gens sont toujours un peu Ah, que d'accord. me veut cette personne, mais
voilà, c'est pareil, c'est aussi un travail assez prenant. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas toujours à toi. Des fois, tu dois les démarcher, entre guillemets, communiquer avec eux que c'est dans leur intérêt de faire appel à ton expertise, Mhm. comparé aux banquiers. Parce qu'on le sait, c'est vrai, les Français ont vraiment confiance en leurs banquiers. C'est ça. Et donc, tu leur expliques que c'est peut-être pas la bonne personne à faire confiance. Et du coup, tu leur dis en quoi tu peux leur être utile. C'est ça, tout à fait. Ok, très bien. Quelle est la différence, d'après toi, entre un gestionnaire de patrimoine en banque et dans une société patrimoniale? La différence, la vraie différence, c'est qu'on aura, sur le plan vraiment produit, on n'aura pas accès aux mêmes solutions. En banque, même s'il y a des banques privées, Ouais. dans les banques, elles n'ont pas accès forcément à tous les produits du marché. Mais ça peut être de très bons conseillers également. Il y a pas de, voilà, faut pas dire que tous les banquiers sont des mauvais conseillers. Bien sûr. Ouais. Les conseillers de patrimoine en banque, ils sont quand même très bien Des- recommandés et que ouais. voilà, ils travaillent bien. Il y a pas de souci là-dessus. Après, c'est surtout sur l'aspect produit où ils n'auront pas accès à toutes les solutions. Oui, ils proposent uniquement les produits de la banque, en fait. En majorité. Et alors que chez Primonial ou dans une société de gestion de patrimoine, tu disais tout à l'heure que c'était quand même les produits, mais il y en a peut-être d'autres. C'est ça. Nous, on propose nos propres produits parce qu'on a une société qui crée des produits. Ouais. C'est ça qui m'a plu également. Mais on a tout le marché. Moi, je propose enfin, je veux dire, il y a tout le marché, j'ai plus de 700 produits différents pour un seul et même produit, donc je propose pas que les produits de Primonial. Ah oui, d'accord. Ouais, il y en a certains qui sont très bien, donc je les propose, mais par exemple, quand on fait une allocation pour un client, imaginons qu'il va investir dans de l'immobilier, bah, on met 4 ou 5 fonds immobiliers différents, Ouais. et donc j'en mets un de Primonial, parce qu'il y en a un qui est très réputé, qui est très défensif et qui permet d'avoir une rentabilité sans prendre trop de risques, et je mets aussi les concurrents qui sont aussi très bons. Hmm. D'accord. Voilà. Ok. Et au niveau des diplômes, tu disais tout à l'heure que en banque, il n'y avait pas forcément d'autant de titres, notamment le passage chez l'AMF. Mhm. Est-ce que pour un gestionnaire de patrimoine en banque, il a besoin aussi de ces certifications ou pas? Bah, soit en fait il ne l'a pas, et du coup il la passe en travaillant à la banque, ce Ouais. qui peut aussi arriver. Après tout dépend du poste. Quand on a un conseiller, on va dire, vraiment au quotidien, donc tout ce qui est carte bleue, crédit à la consommation, ce genre de choses, on n'a pas forcément besoin de l'AMF. On Hmm. peut être sous couvert de la banque. Après, dès qu'on propose des produits financiers ou vraiment de l'immobilier direct, un Mhm. crédit immobilier type résidence principale ou investissement, là il faut obligatoirement l'avoir. Donc du coup, il la passe en interne. Après, l'autre accréditation qu'il y a, c'est le statut CIF, donc Ah oui. conseiller en investissement financier. Celui-là, il est encore plus élevé, ce qui permet aussi d'avoir aussi davantage de reconnaissance pour les conseillers. Parce que là, il y a une réglementation qui est de 100 heures tous les ans. Il faut avoir au moins 90% de bonnes réponses à toutes les formations. Ouais. Et tous les ans, on a on va dire, des faux clients où on les accompagne et surtout, il ne faut pas se tromper parce que du coup, on a une note, on va dire, sur le, sur le rendez-vous avec le client. D'accord. Après, on est accompagné évidemment par une cellule d'ingénierie patrimoniale qui nous accompagne sur le juridique et fiscal quand c'est des questions très pointues, Hmm. notamment dans l'expatriation ou des clients qui sont en résidence fiscale dans d'autres pays. Ah oui. Mais sinon, oui, après, il n'y a pas de. On sait à peu près, on va dire, des grandes largeurs sur tous les sujets. Ouais, c'est les cas vraiment particuliers C'est ça, où là, enfin, on sait que juridiquement, c'est pas toujours facile. Là, il y a un soutien quand même pour ça. c'est ça. Ok. Alors, imaginons maintenant, donc je suis une personne lambda, en français lambda, Mhm. et je me dis, je suis complètement convaincu de ce qu'il m'a dit. Je vais me lancer et rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine. Comment est-ce que je fais pour choisir le conseiller qui me convient ou la boîte de gestion de patrimoine qui me convient? Bah, déjà, il faut se renseigner sur les cabinets, Ouais. parce qu'il y a beaucoup de cabinets. Il y a Malheureusement, aujourd'hui, avec la réglementation, il y a de plus en plus d'administratifs pour les conseillers en gestion de patrimoine. Donc, il est compliqué pour un conseiller en gestion de patrimoine seul d'ouvrir son cabinet. Généralement, c'est plusieurs conseillers qui se regroupent Ah, d'accord. pour avoir davantage on va dire, de soutien financier et du temps également. Parce que ça prend beaucoup de temps, l'administratif et la réglementation au niveau financier. Ouais, il y a un gain d'échelle parce que tout cet administratif-là, il est dilué, la C'est charge de ça. travail à travers C'est une plusieurs... charge fixe qui ne cesse de grossir malheureusement, Ah ouais, ok. mais ça protège les clients, donc c'est bien.
C'est l'AMF qui impose C'est ces... l'ACPR, donc D'accord. l'autorité de contrôle prudentiel qui met en place justement ces contrôles et ces préventions pour justement que les gens, les clients lambda, on va dire, ne se fassent pas arnaquer. Ce qu'on voit malheureusement le plus souvent sur Internet Hmm. quand on parle de gestion de patrimoine. Ouais, d'accord. Donc c'est plutôt, on se renseigne sur les cabinets qui sont présents autour de chez nous, c'est ça? C'est ça, et puis après il faut rencontrer plusieurs personnes, et après voilà, c'est toute une question de confiance en fait. Si Ouais. la personne voilà, vous accompagne vraiment bien et qu'il y a un bon feeling, c'est ce qui est le plus important. Hmm. Généralement, après, le cabinet va pas trop faire la différence, parce que généralement, on a accès, chaque cabinet a tous les produits. Plus le cabinet est grand, plus il aura accès à davantage de produits, D'accord. et plus les conseillers auront, on va dire, une vision plus large au niveau des produits. Plus le cabinet sera petit, moins les conseillers auront accès à des produits, puisque du coup, ils doivent tisser des partenariats pour vendre certains produits. Donc c'est plus compliqué pour un petit cabinet, on va dire, d'avoir une vision vraiment très large de la gestion de patrimoine. D'accord. Donc plus de possibilités quand c'est un gros cabinet. C'est Après, ça, c'est avant tout quand même une question de feeling avec le en conseiller. fonction. Donc voilà, démarcher plusieurs conseillers et voir ce que ça donne, quoi. C'est ça. Ok. Et donc ouais, tu as déjà répondu comment se déroule l'accompagnement. Donc il y a une première phase Un premier rendez-vous bilan patrimonial, où là on bilan. échange avec le client, on lui pose des questions, on fait un récapitulatif, et au deuxième rendez-vous, on fait le bilan en fait de ce bilan, et on dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut améliorer, ce qui est très bien fait actuellement, ce qu'il faut arrêter. Hmm. Et au Ok. troisième rendez-vous, voilà, s'il y a des solutions qui conviennent aux clients, on les met en place tout simplement. Ok. Après, il n'y a pas d'engagement, tout simplement. Nous, on est salariés, je sais pas si je l'avais dit au début, on est salariés du groupe, donc Ouais. voilà, on a un salaire, on n'est pas payé qu'à la commission. Donc c'est ça qu'il faut faire attention aussi par rapport aux vendeurs d'immobilier, parce que les Mhm. vendeurs d'immobilier sont payés qu'à la commission et ils vendent que de l'immobilier. Donc évidemment, quand ils vous font un bilan patrimonial, ils vont vous dire à la fin, il faut faire C'est du de Pinel. l'immobilier qu'il faut. Voilà, Ok. c'est pas très, à dire, vendeur Ah ouais, mais bon, c'est encore une fois dans leur intérêt à ce niveau-là. personnel, tout à fait. Ok. Et donc en parlant de ça, quel type d'investissement plus précisément tu proposes? Tu as dit que tu faisais de l'immobilier et aussi du financier. Mhm. Est-ce qu'il y a des types d'investissements en particulier? Est-ce que tu peux préciser? Alors après, il y a énormément de produits côté financier. Côté financier, bah, évidemment, il y a l'assurance vie, le plan épargne action et le compte titre qui sont les plus connus, et l'assurance vie qui est le plus, où il y a eu plus de collecte aujourd'hui. Ouais. Parce que ça permet aux Français d'investir sans prendre trop de risques, puisque les Français n'aiment pas le risque. Ouais. C'est ça aussi qu'il faut leur faire prendre conscience, c'est qu'il faut prendre des risques pour gagner plus d'argent, même s'il y a des risques à long Ah ouais. terme, on est gagnant. Aussi un apprentissage, C'est ça, de ce enfin quelque côté-là. chose à enseigner. Grâce au fonds euro finalement, c'est pour ça. Ouais. C'est ça. Malheureusement, les fonds euros n'ont pas permis aux Français de prendre Ouais. des risques. D'accord. De ce côté-là, et après, évidemment, il y a plein de solutions dans les contrats qui sont disponibles. Et après, du côté immobilier, on a des partenariats avec tous les acteurs, on va dire, sur l'immobilier neuf, par exemple. Donc tout ce qui est Pinel, Malraux, Monument Historique, donc toutes les solutions fiscales Ouais. immobilières. On a des solutions également de meublé, donc toutes les solutions étudiantes, meublé de tourisme, meublé en EHPAD, meublé résidence seigneuriale. Et après, on a aussi d'autres partenariats avec des sociétés qui trouvent un bien pour vous, qui le rénovent, ils mettent en place une location, et vous récoltez les loyers, vous n'avez rien à faire. Ah ouais. Ce qui est aussi un confort de gestion. Ouais, donc c'est très clé en main finalement tous les produits qui existent, hein. C'est ça, il y a beaucoup de solutions au final où le client en fait n'a rien à faire, Mhm. à part, on va dire, faire le chèque. Ouais. Il n'a rien à faire, et ce qui convient généralement à beaucoup de personnes, parce que beaucoup de personnes n'ont pas le temps Ouais. de s'occuper de ça. Et c'est ce qu'on fait nous, si on s'occupe des gens qui n'ont pas le temps de s'occuper de ça ou qui n'ont pas l'envie, tout Ouais, simplement. pas l'envie aussi, ouais, ça arrive. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps. J'ai des clients que je dois voir depuis janvier, par exemple. Je les ai toujours pas vus parce qu'ils n'ont pas le temps. Ouais, il repousse. C'est Ouais. ça. Ok. Et comment est-ce que le client te paye du coup? Alors aujourd'hui, ouais, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure. Moi, je suis salarié, donc on a un salaire chez Primonial, donc c'est un confort aussi pour les personnes. Moi, c'était ce que je souhaitais, parce qu'on était dans une situation avec ma copine qui était un peu compliquée. Il fallait qu'on achète notre résidence principale, donc Ah oui. c'était un vrai confort d'avoir un salaire. Mhm. Et après, on a en plus des commissions sur les produits qu'on vend. Évidemment, les commissions sont complètement différentes selon les produits. Donc ça peut être voilà, de 0 à 2% par exemple sur les produits qu'on vend. Mais moi je prends pas en compte ça, parce que si on prenait en compte que ça, on ferait que de l'immobilier.
Ouais. Parce que si on vend de l'immobilier, évidemment, c'est un ticket d'entrée qui est beaucoup plus important, parce qu'on démarre au minimum à 50 000. Mhm. Et c'est là où c'est le plus rentable, parce que même si on prend 1% sur 50 000, bah, du coup, on prend tout de suite un peu plus d'argent. D'accord. Donc le client, alors toi tu es salarié, ok, Mhm. il va payer primonial essentiellement avec des commissions. C'est ça. Donc les commissions, par exemple, quand on ouvre un contrat d'assurance vie, une partie des frais d'entrée est reversée à Primonial et au conseiller. Et quand c'est de l'immobilier, par exemple, bah, le promoteur en fait rétribue en fait une commission au conseiller. Mhm. Donc là, le client ne paye pas. Ça, c'est l'avantage en immobilier, c'est que le client n'a pas de frais. Il a en plus le conseil d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est en dehors du promoteur et donc il va pas lui vendre n'importe quoi. Ouais, ok. Ça, c'est le gros avantage en immobilier surtout. Et est-ce que ça arrive que les clients te demandent à te payer à l'heure et du coup que tu t'engages à pas faire de commission, je ne sais pas. Est-ce que ça existe? Alors nous, ça fonctionne pas sur les produits. Par contre, ça fonctionne sur tout ce qui est conseil fiscal et juridique. Ah, S'il y a une étude à faire pour des clients, imaginons, bah là j'ai le cas typique par exemple des clients qui sont à la retraite, ils ont deux biens immobiliers qui valent plusieurs millions, sauf mhm. qu'ils ont plusieurs enfants et si malheureusement ils décèdent, leurs enfants vont devoir payer plus de taxation que de récupérer en cash de l'immobilier. Donc là en fait le but c'était de changer leur statut marital et faire des donations aux clients, aux enfants pardon, pour avoir imaginons une succession future avec beaucoup moins de taxes malheureusement. Ouais. Et là, par exemple, c'est une lettre de mission qu'on met en place. Donc Mhm. là, ça dépend vraiment de la lettre de mission. Donc si c'est un travail de 6 heures, bah, on est rémunéré, imaginons 500 euros de l'heure, ça fait 3000 euros. On présente la lettre de mission au client, si le client l'accepte, on la met en place, on fait toute l'étude, on remet l'étude au client, on lui explique. S'il est satisfait, on met en place la solution. S'il n'est pas satisfait, bah, du coup, à lui de voir s'il veut travailler avec quelqu'un d'autre ou ne pas mettre en place la solution en fonction du résultat. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qu'apporte finalement un gestionnaire de patrimoine par rapport à quelqu'un qui se dit je vais me lancer seul, je vais apprendre et je vais investir par moi-même? Bah, du temps, c'est surtout du temps, je pense, hein, parce que Ouais. quand on veut investir par soi-même et qu'on ne connaît pas, on va un peu à tâtons, Mhm. et on va peut-être faire des erreurs, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. À l'inverse, le gestionnaire de patrimoine, il va vous dire tout de suite, bah, ça il faut le faire, ça il faut le faire, et il va vous accompagner également sur qu'est-ce qu'on fait dans les solutions. Par exemple, quand on prend le plan épargne en action, les gens ils vont se dire, bah, il faut prendre des risques, puisque évidemment c'est que des actions, c'est européen, donc on peut aller investir qu'en Europe, bah, je vais mettre 10 000 tout de suite, hop, et j'attends. Ouais. Alors qu'en fait, voilà, il y a plein de solutions différentes. Il faut voir comment se sent le marché aujourd'hui, si on est dans une zone plutôt haute, s'il y a des incertitudes économiques. Voilà, il faut faire attention à tout ça. Et je pense, voilà, c'est la connaissance et le temps qui va faire perdre du temps, on va dire, aux clients. Ouais, voilà, il y a une marche à passer au début. C'est peut-être pas forcément rentable d'avancer tout seul parce on peut faire des erreurs. Euh, donc c'est là où le gestionnaire de patrimoine qui a déjà l'expérience, il peut tout de suite donner les conseils qui vont bien. C'est ça. Et je me disais aussi qu'il y a aussi plus de produits peut-être qui soient disponibles pour le particulier que vous proposez. Le particulier, oui, il n'y a pas accès à tout, mais s'il se renseigne, il y a possibilité d'avoir accès à tout. Ah, il y a possibilité quand Donc en même. fait, il faut vraiment se renseigner sur toutes les plateformes. Il y a énormément de plateformes sur Internet. Voilà, s'il veut un produit en particulier, oui, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faudra passer par un prestataire. Il faut faire attention évidemment parce qu'il y a des plateformes qui sont pas sécurisées ou c'est des arnaques. Mhm. Mais après, oui, il y a moyen d'avoir accès à tout. D'accord. Après, on a certains avantages que d'autres n'ont pas. Par exemple, juste pour le PEA, par exemple, nous, on n'a pas de frais sur les produits dans les PEA. Alors que si le client, lui, passe par lui-même par une société de gestion, il aura des frais sur les produits qu'il achète. Ah, d'accord. Donc après, c'est des petites choses en fait qu'on voit pas forcément, des 1%, des 2%, mais du bout à bout, ça peut être Ah un oui. avantage. Ok, je savais pas ça. Ok. Et une question un petit peu plus personnelle cette fois. Mhm. Est-ce que tu as des proches qui s'occupent pas du tout de leur argent? Et si oui, comment tu vis ça en tant que gestionnaire de patrimoine? Tu fais ça tous les jours? Est-ce que tu arrives à amener à leur faire comprendre qu'ils peuvent faire quelque chose de leur argent ou mieux gérer ça?
Bah, au début, c'était assez compliqué puisque les gens ne savent pas en fait ce qu'est le métier de gestionnaire de patrimoine au début. Ah oui. Donc certaines personnes disent bah en fait t'es trader. Ah ouais, ouais. Donc en fait non, il faut aussi leur faire comprendre qu'on travaille pour les clients. Et non, généralement ça se passe. Bon, moi de mon côté ça se passe plus facilement dès que les gens ont des questions financières et ils m'appellent. Donc voilà, c'est assez facile on va dire dans ma famille. Ouais. Après Ils s'occuper, ont compris ils ont depuis compris, le temps. ils ont Ouais. compris. Mais après m'occuper de leurs finances, c'est un autre sujet. Après, voilà, il y a toujours, on va dire, le côté sentimental. On travaille pas avec quelqu'un qu'on est fortement ami ou ce genre de choses. Ouais. Moi, je le fais que si la personne, elle vient vers moi. Je vais pas aller vers elle. Ouais, ouais. Sinon, moi, j'estime que si elle avait besoin de moi, elle me l'aurait déjà demandé. Ouais, ouais, bien sûr. Mais Ok. surtout que voilà, c'est un lien ami, d'amitié ou de famille, c'est différent que, on va dire, un inconnu qu'on accompagne. Mais bon, moi, j'accepte tout le monde. Ouais. Ok, mais je comprends quoi. Il peut y avoir, Une petite tension, en imaginons, fait, ou une si, gêne. si la personne investit à un moment qu'il faut pas, et sous ton conseil, et puis il y a, je sais pas, une crise C'est ça. économique comme le Covid, etc., que ça chute, ça peut dégrader la relation, alors que tu y es pour rien, quoi, qu'il y C'est ait un ça. Covid. Tout à fait. Nous, on conseille, après, on n'a pas d'obligation de résultat. On a une obligation de moyens, mais pas de résultat. Ouais, Parce qu'on n'est pas, on n'a pas la boule de cristal, malheureusement. ouais, bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le métier de gestionnaire de patrimoine? Et ensuite, on passera sur la partie investisseur aussi. Bah, c'est un très beau métier, puisqu'on rencontre des gens tous les jours, des gens différents, des gens qui pensent pas du tout de la même manière. C'est très intéressant parce que psychologiquement, on voit énormément de cas différents. Les gens peuvent être complètement contradictoires avec ce qu'ils disent. Ah Donc ouais. c'est aussi très intéressant de comprendre la façon dont ils pensent et poser des questions ouvertes justement pour qu'ils puissent comprendre de ce qu'ils disent n'est pas bon ou Ah ouais. il y a un souci. Ah oui, il y a aussi un petit peu de psychologie pour pas blesser, C'est entre ça, pour ne pas guillemets. blesser les gens parce que imaginons qu'il y a des gens, ils ont un placement qui rapporte imaginons 4%, ils me disent c'est super bien, mais entre-temps le marché il a fait 80%. Bah, Ah oui. voilà, ils vont me dire je suis hyper content de mon 4%, je dis oui mais si vous aviez fait juste ça différemment, avec le même risque, bah, vous auriez fait 80%. Bah, les gens tout de suite, bah c'est bête, Ouais. je suis nul. Du coup, il faut pas leur dire comme ça. Il faut leur poser des questions ouvertes pour qu'ils disent ah oui, en fait, si j'avais fait ça, et qu'ils comprennent de lui-même pour éviter justement de les blesser. Parce que malheureusement, ça arrive assez rapidement de blesser les gens sur ce qu'ils ont fait. Hmm. Parce que à part quand ils sont vraiment très ouverts, là, ils disent généralement tout de suite j'ai rien fait, j'ai mal fait, donc c'est à vous de m'aider. Ah ouais. Ça, c'est plus facile parce que les gens sont tout de suite ouverts. Après, quand les gens sont plus dans une démarche où ils veulent me vendre n'importe quoi, et donc je vais faire attention, je vais me renseigner. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais Ils veulent te vendre n'importe quoi, c'est-à-dire? enfin, si moi je veux en fait, ils sont plus dans une position où moi je suis là plus pour la prospection. Je suis là pour leur vendre un produit et gagner de l'argent plutôt que leur faire gagner de l'argent. Ah ouais, d'accord. Là, c'est plus compliqué. Mais bon, c'est pas la même non plus. C'est pas le même lien entre les clients. Quand ils sont clients, quand c'est de la recommandation, quand c'est de la prospection, ça n'a rien à voir. C'est pas du Hmm. tout le même échange. Ok. On passe sur le côté investisseur. Allons-y. Alors, est-ce que tu peux nous parler de quelle est ta stratégie, tes objectifs, et du coup, vers quoi tu t'es dirigé, quel type de produit pour avancer vers cet objectif? Alors moi, mon but, c'est de plus travailler à 40 ans ou moins Ouais. qu'aujourd'hui. Donc j'ai du retard. J'ai du retard, parce que malheureusement l'immobilier a fortement monté, et donc l'endettement aussi. Donc c'est un peu plus compliqué de se dépêcher. Ouais. Mais bon, il existe énormément de solutions pour réussir à faire ça. Donc on a déjà mis en place une solution. On a déjà, avec ma copine, acheté un bien immobilier D'accord. qu'on a mis en location. Ça nous fait du coup entre toutes les charges et le loyer, on a un gap de 50 euros. Donc on est positif de 50 euros tous les mois. Mhm. Donc c'est hyper bien comme investissement, parce que c'est un studio dans la métropole lilloise. Mhm. C'est loué tout le temps. Là, ça fait 3 ans que c'est loué à la même personne. Généralement, c'est des gens qui sont en prépa. C'est plutôt des gens qui sont précautionneux, qui font attention à l'appartement. Il ne sera pas dégradé, comme on entend toujours malheureusement les mauvaises histoires où Ouais. l'appartement a été saccagé, il ne paye pas les loyers. Mhm. Voilà. C'est quel type de fiscalité? Donc là, on l'a mis en meublé, parce que la fiscalité meublée est très intéressante pour l'étudiant, sur Ouais. les petites surfaces, parce qu'il faut juste le meubler, mettre un canapé, un lit, la vaisselle de cuisine, tout l'équipement pour nettoyer, 4 chaises, une table, et là c'est meublé. Et le gros avantage, c'est du coup qu'il n'y a pas de fiscalité
sur les revenus, grâce à divers mécanismes, dont l'amortissement comptable. D'accord. Donc tu as ta résidence principale, tu as un premier bien locatif. Est-ce que tu penses que tu pourras en avoir d'autres sur du court terme? À court terme, je regarde actuellement pour acheter un bien beaucoup plus gros. Donc Ah, là, c'est une maison qui est découpée en 7 logements ah oui, ok. pour aller beaucoup plus vite. Ouais, Et c'est en cours de négociation. Mais du coup, là, je pense que j'investirai avec d'autres personnes. ouais. Puisqu'aujourd'hui, avec ma compagne, on est endetté à 42%. Ah oui, Et donc, c'est un peu compliqué d'emprunter seul. ouais, Enfin, d'accord. même la banque refuse catégoriquement. Donc là, Ok, le but, c'est de trouver des investisseurs avec qui on peut investir. Euh, et voilà, qu'on partage le même projet pour pouvoir investir dans ce projet. d'accord. Donc là, tu t'en discutes avec tes proches, peut-être, C'est ça. parents. Et puis deux amis qui sont très intéressés. Ouais. Mais le but, dans un premier temps, c'est de négocier le prix d'achat. Hmm. Si on arrive à négocier le prix d'achat, il y aura plus de personnes, je pense, qui rentrera dans la boucle. Mais voilà, dans un premier temps, il faut négocier le prix d'achat, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que le prix d'achat n'est pas réel, parce qu'il y a une rentabilité qui est hyper intéressante, puisqu'elle est à 18%. Ouais. Mais le bien Ah est ouais, vendu à 5 000 euros du mètre carré dans la zone, ou alors que c'est à peine, normalement, 2 500, 3 000. très bien. Et est-ce que tu as d'autres types de D'investissement. produits d'investissement? Moi, j'ai investi évidemment en tout ce qui est financier. Donc, moi, j'ai pas fait de PEA pour l'instant, Ouais, parce que je préfère investir en assurance vie, d'accord. beaucoup plus malléable et on peut investir sur le monde entier, ce qui me plaisait un peu plus. Mais avec tout ce qui se passe au niveau mondial, je suis en train justement de préparer tout ça pour mettre en place un PEA avec divers investissements. Ok, Mais j'ai de l'assurance vie, j'ai des placements alternatifs type immobilier, mais dont des montants vraiment très très faibles, type 500 euros ou 1000 euros. d'accord, Et j'ai investi également dans la nouvelle technologie, les crypto-monnaies, qui est d'accord, encore très volatile, mais qui a un vrai avenir, je pense, d'ici 2030. d'accord. Et du coup, assurance vie, profil, comme on dit, profil un peu plus dynamique, j'imagine. Tout à fait, tout dépend de l'économie. Dès qu'il y a eu la crise du Covid, énormément dynamique. Dès Ouais. que ça s'est un peu calmé, je l'ai remis en défensif. Après, voilà, moi, c'est au quotidien, je regarde tout le temps, donc j'ai le temps de faire mes analyses, mes recherches. Là, par exemple, j'ai réinvesti début juillet, ou quand c'était, ou 21 juillet, je ne sais un peu plus. Ouais, il y a eu une grosse chute Il y a là eu à une ce grosse moment-là. chute 4 juillet ou 21 juillet, je me rappelle plus. J'ai réinvesti une partie de mon capital. J'ai fait 20% là sur le mois de juillet. C'est hyper intéressant. J'aurais jamais pensé faire ça si rapidement. Ouais, Et du coup, là, je me pose la question s'il faut resécuriser ou attendre de voir le mois de septembre. Parce que voilà, il y a quand même pas mal d'incertitudes, notamment la Chine et la Russie, qui vont avoir beaucoup d'impact sur le monde. Et voilà, il faut se dire, est-ce qu'on va avoir énormément d'inflation ou une crise économique sur certains pays? Donc il faut aussi prendre du recul et se dire, on a pris une performance, faut pas être trop gourmand surtout. C'est tout ça que je dis à tout le monde, faut pas être trop gourmand. ouais, Parce que plus on est gourmand, malheureusement, plus on perd rapidement. ouais, c'est sûr. Voilà. Et c'est vrai que j'y pense, ça peut être une question que vous pouvez poser aussi aux conseillers en gestion de patrimoine que vous rencontrez. C'est, ben, est-ce que vous investissez personnellement et quel type d'investissement vous faites? C'est vrai que si vous êtes intéressé par l'immobilier et que le conseiller en gestionnaire de patrimoine vous dit, ben, moi je fais que de l'immobilier, c'est quand même tout bénef pour vous, en fait. Tout à fait, parce Donc, qu'il aura tous les rouages et il aura tous les. Il saura exactement quelle chose sera intéressante, quel produit ou quelle charge sera vraiment à proscrire et donc changer d'investissement. Donc il pourra vraiment bien vous conseiller sur ce point-là. mhm. Est-ce que si tu avais un seul conseil à donner à un investisseur épargnant, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que tu as une petite idée? Euh, J'en ai plusieurs. Ah, bah vas-y, allez, c'est parti. Enfin, le premier point, ce serait réussir à épargner tous les mois. Ça, c'est rédhibitoire, il faut réussir à le faire. Et le deuxième point, c'est commencer à investir des petites sommes petit à petit et pas mettre un gros capital. Hmm. Comme ça, on se fait la main petit à petit et c'est comme ça qu'on fait des petites rivières qui font des grands fleuves par la suite. Ouais, Et évidemment, investir dans l'immobilier, mais pas faire n'importe quoi. Parce que malheureusement, on n'entend que les mauvaises histoires. Et généralement, c'est les mauvaises histoires qui nous, on va dire, nous pénalisent dans notre métier. c'est vrai que ça fait peur les mauvaises histoires. Souvent j'entends c'est les impayés qui font peur, c'est les dégradations du bien, Les valeurs c'est les d'achat. travaux.
C'est vrai, ça peut faire peur. Il y a peut-être des moyens de s'en sortir quand même. Je pense qu'il y a des assurances. Et si tu arrives à mettre de côté aussi, tu arrives quand même C'est à une amortir, protection, à te protéger. Ouais. tout à fait. Très bien. Et est-ce que tu as des ressources et voilà, des livres, je veux dire, à conseiller euh, pour celui qui veut apprendre par lui-même peut-être? L'investisseur qui va apprendre par lui-même. Bah, déjà, tout ce qui est développement personnel, donc tout ce qui est de la psychologie, puisqu'en fait, la finance, c'est bien, mais déjà, il faut savoir comment on fonctionne nous, parce que Mhm. tu connais tes amis, mais tu ne te connais pas toi-même. C'est aussi hyper important de se connaître. Moi, c'était surtout sur ce point-là que je devais apprendre, parce qu'en fait, je m'étais jamais mis en relation en me disant, bah en fait, cette personne, elle fait ça, mais moi, est-ce que je l'aurais fait? Peut-être pas en fait, ou alors je l'aurais Ah. fait, et en fait, je suis dans la critique sans savoir que moi, est-ce que je l'aurais fait ou je l'aurais pas fait. Ah. Et ça, c'est hyper intéressant de se mettre dans la position de quelqu'un. Bon, c'est très compliqué, mais il faut réussir à le faire. Et puis après, évidemment, bah, se renseigner sur tout ce qui est finance. Hein. Il y a énormément de livres. Donc, notamment, Alex m'a prêté un des livres qui est très intéressant, qui n'est pas encore fini, Ah. qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Ouais, de Robert Kiyosaki. C'est ça. Ouais. Et qui est très intéressant. Et cette personne, je pense, elle apporte beaucoup de conseils aux gens assez facilement dans le livre. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que ça m'a motivé en fait à en apprendre plus sur la finance. C'est-à-dire que avant d'avoir lu ce livre, je m'y intéressais absolument pas. Et une fois que je l'ai lu, j'ai eu un déclic et je me suis dit, ok, il faut que je m'y intéresse un peu sur le sujet. Donc c'est pour ça. Et oui, puis on a plus envie d'apprendre en fait, Ouais. après la lecture. Généralement, c'est ça il faut démarrer en fait, et après ça en découle. Et après, on dévore tout, C'est ça. tous les livres. Bon ben, merci beaucoup pour cette interview. Moi, j'ai adoré la faire et je pense que vous avez appris plein de choses. Moi aussi d'ailleurs. Et donc merci Gauthier. Bah, merci à toi pour l'interview, puis à bientôt.